Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Clé de voûte sur RCF en partenariat avec la Web TV du diocèse de Sées. Une découverte des 10 églises principales du diocèse. Vous savez maintenant il y a 10 nouvelles paroisses, donc une église principale par paroisse. Aujourd'hui nous sommes dans le Perche et nous sommes à Mortagne-au-Perche en compagnie de notre guide Vincent Lebel. Vincent, bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter, vous êtes un amoureux du patrimoine ici mortagnais? Oui, en effet, je suis un mortagnais qui apprécie évidemment énormément ce très riche patrimoine, d'autant que je suis président de Mortagne Patrimoine, que nous avons fondé il y a quelques années, et qui essaie de mettre en valeur, de valoriser aussi, de sauvegarder et de restaurer, de contribuer à restaurer ces plus beaux édifices. Voilà, vous êtes très chanceux ici parce qu'il y a beaucoup de patrimoine de qualité. Je pense notamment à la chapelle de l'hôpital, la chapelle Saint-François, c'est ça? Bien entendu. Voilà, vous avez eu des prix d'ailleurs. Voilà, nous avons eu la chance extraordinaire d'avoir la visite de Stéphane Bern qui s'est concrétisée quelques mois après par effectivement l'attribution de du patrimoine qui est très importante et va nous aider, j'espère, à commencer les travaux l'année prochaine. Alors ici, on va parler de cette belle église Notre-Dame de Mortagne pour une visite guidée qui est remarquable à plusieurs titres. On commence peut-être par une présentation générale. On est devant un porche ici à l'extérieur. Oui, en effet, c'est le portail nord, donc le portail des seigneurs. À l'époque, donc les comtes du Perche étaient ducs d'Alençon. Et vous pouvez voir qu'il est assez endommagé, mais on lit très bien encore, par exemple, toutes les sculptures extrêmement fines en dentelle. Vous voyez, on a même creusé derrière la pierre pour pouvoir avoir une ronde bosse intégrale, ce qui évidemment est un signe que nous retrouvons par exemple dans une église à Alençon, dans la basilique d'Alençon. Et vous pourrez remarquer évidemment aussi que le haut de gable, c'est-à-dire la partie supérieure de cette porte, a été malheureusement démolie. Elle était fragile, forcément, et il ne reste rien. Mais néanmoins, un détail quand même attachant, elle fait face exactement à la maison paroissiale qui est juste en face. Voilà, alors on va vite rentrer parce qu'au moment où nous filmons, il commence à pleuvoir. Voilà, donc ça arrive parfois. Ça arrive dans le Perche. Au niveau du style, on est plus dans du gothique. Alors, en fait, pas réellement, puisque la construction a commencé en 1492 et s'est terminée en 1535. Donc, on est plutôt typiquement dans la première Renaissance et qui a un style particulier dû à Marguerite de Lorraine, qui en est la fondatrice. Et je reviendrai sur cette importante nuance. Alors, je vous laisse entrer dans l'église. Je vous suis. Alors on va expliquer aussi pour ceux qui découvrent par la radio cette église Notre-Dame de Mortagne, on va essayer de la décrire. Qu'est-ce qui frappe en entrant dans cette église? Évidemment, ce qui frappe tous les visiteurs, l'effet waouh garanti, oui. C'est cette extraordinaire voûte sculptée avec une profusion de détails, de lanternons, de rinceaux, de tout un ensemble stylistique qui tranche totalement avec les piliers, comme vous le remarquerez, qui n'ont pas de chapiteaux, qui sont donc très élancés, qui donnent un sentiment de pureté. Et c'est là que je viens à l'explication, c'est que Marguerite de Lorraine, qui a été béatifiée en 1921, était une femme d'État, on peut le dire, qui a relevé le Perche et a permis, si vous voulez, ces constructions extraordinaires à la charnière donc, du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et elle était extrêmement pieuse et elle ne s'est occupée des affaires de ces États que parce qu'elle y a été contrainte suite à la mort de son mari René d'Alençon. Donc on voit bien qu'ici, il y a une volonté expresse d'un style extrêmement épuré, mais qui, comme elle est morte en 1521, eh bien, celui qui a succédé, son fils Charles, dont l'épouse était Marguerite de Navarre, qui était une femme de lettres extrêmement influente, si vous voulez, et humaniste, a voulu cette décoration somptueuse en honneur à sa belle-mère, qui était donc décédée quelques années auparavant. Voilà.
Alors, on ne voit pas en détail puisqu'on est loin de la voûte, mais on a plein de petits anges qui jouent de la musique, des instruments différents. Voilà, alors ça c'est un élément rarissime. Il y a un autre exemple d'ailleurs dans la cathédrale du Mans, mais dans la cathédrale du Mans c'est en peinture. Ici vous pouvez détailler, évidemment, il faudrait zoomer sur chacun de ces anges. Quelqu'un les a comptés, mais le décompte apparaît difficile à faire, paraît-il, et il y en aurait plus de 75 qui jouent d'instruments de musique différents. Voilà, donc vous voyez ici dans le détail, on voit bien les voûtes pendantes, les clés de voûte pendantes, ce qu'on appelle des lanternons, et tous ces détails extraordinairement soignés qui donnent cette impression d'élévation et de richesse du ciel, ce qui est évidemment l'objectif. Alors on avance tout doucement vers le chœur. Hein. Alors, on avance vers le cas, mais avant je voudrais montrer un détail qui passe inaperçu auprès de beaucoup de visiteurs et même d'ailleurs d'historiens. C'est que effectivement, Marguerite de Navarre a voulu rendre, comment dirais-je, une certaine, pas un culte, parce que je n'oserais pas dire ça, mais en tout cas, en sa mémoire, a attribué, vous le voyez ici, une chapelle à Marguerite de Lorraine. Et vous le voyez parce que tout en haut, mais on voit une couronne ducale qui était au-dessus Et donc ici, vous aviez la chapelle dédiée à Marguerite de Lorraine par sa fille. Et vous voyez au fond de ce chœur une abside. Eh bien, en fait, il n'y en avait pas à l'origine, puisque, encore une fois, dans l'idée d'avoir un style dépouillé, Marguerite de Lorraine avait voulu un plan extrêmement sobre avec un fond parfaitement plat. Et c'est seulement au XIXe siècle, afin de disposer principalement les boiseries qui viennent de l'abbaye de Raynaud-Val-Dieu, qu'on a voulu faire cette abside, si vous voulez, à 3 pans. C'est remarquablement fait, on ne voit pas du tout la différence, mais c'est une réalité. Et au fond de ce fond plat, il y avait une immense verrière, si vous voulez, qui avait un vitrail qui a été repris au Pin-la-Garenne et qui contient un portrait de Marguerite de Lorraine. D'accord. Alors on va peut-être s'approcher du fond. Toujours en compagnie de Vincent Lebel, notre guide ici en l'église Notre-Dame de Mortagne-au-Perche, l'église principale de la nouvelle paroisse. Voilà, ici vous voyez donc ces magnifiques boiseries, ces lambris du XVIIIe siècle qui viennent de l'abbaye de Raynaud-Val-Dieu, et celui du milieu qui, comme je vous l'ai dit, est plus ancien, puisque si on s'approche vraiment, on verra un écu qui est ici au milieu, tout en haut, et qui représente les armoiries de Charles IV du Perche. D'accord. Voilà, comte du Perche et duc d'Alençon. Le tableau, c'est peut-être la présentation de Jésus au temple, non? Alors, oui, en fait, c'est bien Siméon qui le tient dans ses bras. C'est pas exactement la présentation au temple. C'est en fait Siméon qui reconnaît le Christ et qui rend grâce, donc justement, d'avoir pu voir le Christ de ses yeux avant de mourir. Voilà, juste au-dessus du tabernacle. Voilà. Juste au-dessus du tabernacle, qui lui aussi est avec un très beau, comment dirais-je, autel tombeau, c'est une forme, avec la représentation donc, du pélican qui nourrit ces petits symboles de l'Eucharistie. Voilà. On va s'approcher de ce beau pélican. Parfait. Un tableau, puisqu'on est dans le chœur, qui est assez original. Qui est un tableau peint par Lair au tout début du XIXe siècle, qui représente en fait Pie VII avec le roi Louis XVIII, qui vient juste de reprendre la royauté en France, et il a été interrompu pendant évidemment les 100 jours, mais on l'a reposé aussitôt après que le roi soit revenu. Vous le voyez ici avec une représentation avec lys, et c'est une peinture de très belle qualité qui est installée là dans ce très bel hôtel.
Il y a toujours une alliance entre les de belles peintures et toutes ces boiseries. Hein. Tout à fait. Ça donne un cachet à l'église. Dans le Perche, il y a pas mal de belles forêts de chênes, donc les artistes s'emploient à les utiliser. Il y a beaucoup de visiteurs qui passent ici. Est-ce qu'il y a beaucoup de visites guidées aussi? Oui, il y a beaucoup de visiteurs, parce que bien sûr c'est un monument qui a été installé en centre-ville. Il faut le signaler d'ailleurs, puisque la paroisse initiale de Mortagne n'était pas dans Mortagne même, mais à l'église de Loizé. Et évidemment, les habitants qui habitent Mortagne, quand on connaît un peu la configuration vallonnée du pays, on avait un peu assez d'avoir, surtout l'hiver, à faire 2 kilomètres à pied et franchir un gué pour aller à la messe. Alors Vincent Lebel, la dernière fois, on a fait une présentation générale de l'église, on est allé dans le chœur, on a parlé de ses voûtes, de différents tableaux déjà, et puis on se retourne du coup vers les chapelles latérales. Oui, en effet, cette église a de magnifiques vitraux. Malheureusement, le seul obus qui est tombé pendant la dernière guerre sur la ville a soufflé les verrières du côté sud. Donc nous allons commencer plutôt par les verrières nord. Néanmoins, nous sommes dans la première chapelle. Et celle-ci est relativement récente, puisque comme vous pouvez le comprendre, elle représente comment dirais-je, la vénération donc, pour les combattants de la guerre de 14-18. On y voit assez curieusement, parce que comme vous le savez, Jeanne d'Arc a été béatifiée juste après la guerre de 14, ainsi que d'ailleurs que Marguerite de Lorraine, dans le rôle de la femme dans une période difficile d'un point de vue national. Et vous y voyez ici effectivement une célébration à droite et au centre Jeanne d'Arc. Et à gauche, vous remarquez parmi les poilus, vous remarquerez peut-être un homme qui ressemble à un page un petit peu, avec une bannière. Eh bien, c'est rien d'autre que Jean II, le gentil duc, hein, qui était un compagnon de Jeanne d'Arc, qui est comment dirais-je, le père de René d'Alençon, mari de Marguerite de Lorraine, voilà, qui a bien commencé, mais qui a moins bien fini et qui a effectivement contribué à dégrader les affaires de son duché et de son comté. Voilà, alors on fait le tour, on continue dans ces chapelles latérales. Oui, alors celle-ci est très intéressante parce que c'est une chapelle, c'est un vitrail très joliment armorié. Hein. On voit derrière une représentation, lui aussi relativement récent, hein. C'est du début du XXe siècle. Vous voyez effectivement dans le fond une représentation évidemment stylisée de Mortagne, mais on y reconnaît tout de suite le portail Saint-Denis. Et puis vous avez 3 personnages, donc Marie d'Armagnac, donc au milieu Marguerite de Lorraine, hein, bienheureuse Marguerite de Lorraine, qui est représentée, si vous voulez, avec ses attributs de Clarisse, puisqu'elle a fini sa vie à Argentan, comme Clarisse, dans un couvent qu'elle avait elle-même fondé. Et vous la voyez d'ailleurs dans le registre du bas, en train de soigner ses pauvres, dans le cloître, justement, dont on parlera peut-être plus tard, dans le cloître du couvent Saint-François et Sainte-Claire de Mortagne, qui est en contrebas de la ville. Puisqu'elle a justement, si elle a, comme je l'ai dit déjà, contribué à reprendre les affaires, restaurer les affaires, elle a aussi construit de nombreux monuments, dont ce couvent pour les Clarisses qui avant étaient œuvrés à l'Hôtel-Dieu. Un autre personnage important, c'est Marie d'Armagnac, puisque Marie d'Armagnac la précède dans l'histoire. Marie d'Armagnac, en fait, est l'épouse de Jean, comte du Perche, qui donc est à la fin du XVe siècle le comte du Perche, et qui a mal fini, puisqu'effectivement le roi l'a mis en disgrâce, et par contre son épouse s'est réfugiée à Mortagne, et où elle a montré beaucoup d'attention aux pauvres et aux nécessiteux. La troisième comtesse du Perche, qui est tout aussi importante, c'est Maud Mavéère.
qui est une femme de haute lignée, puisqu'elle était la petite fille de Richard Cœur de Lion. Enfin, elle avait donc une très haute naissance. Elle épouse en fait Geoffroy, comte du Perche, qui est qui partait à la croisade et qui meurt à la croisade. Et de ce fait-là, elle a, pour le repos de son âme, fait construire ici, à Mortagne, le fort de Toussaint, qui n'est pas un château, qui est un fort, à l'intérieur de lequel il y a une collégiale, dont il reste aujourd'hui encore une extraordinaire crypte déambulatoire, si vous voulez, la crypte Saint-André. Et cette femme, donc, a, en 1212 exactement, fait construire cette collégiale en plein cœur de Mortagne, qui devient ainsi une ville plus importante qu'elle n'était avant, où c'était un château sur une mode féodale. Voilà. Nous parcourons les différentes chapelles latérales. Oui, en effet, donc encore un vitrail historié très riche, si vous voulez, puisque pour l'histoire de Mortagne et du Perche, et il représente en fait l'aventure en fait qu'a représenté Pierre Boucher, qui est donc parti au Canada. Donc ici, on le voit, Pierre Boucher est né à Mortagne, et on le voit ici partant en 1662 pour le Canada, puisque en fait, il est parti avec plusieurs compagnons, donc des gens connus comme les Tremblay, comme bien d'autres, qui sont partis de Mortagne pour le Nouveau Monde. Pour je dirais, une colonisation bien particulière, puisqu'effectivement, on le voit en combat, en fait, puisque les Iroquois avaient été effectivement excités par les Anglais qui ne voyaient pas d'un bon œil l'occupation de ces territoires dans le Canada, et qui est encore francophone, comme vous le savez, et dont d'ailleurs de nombreux habitants reviennent dans le Perche pour reconnaître la terre de leurs ancêtres. J'ajouterais qu'ils sont d'ailleurs toujours très bien accueillis, et qu'il y a à Mortagne et dans le Perche de nombreuses organisations qui entretiennent ces liens avec ces anciens percherons, partis à quelques milliers, puisque l'émigration percheronne ne représente que 10% de l'émigration française, principalement normande, vers le Canada. Mais il y a aujourd'hui ces quelques milliers de percherons, aujourd'hui ont près de plusieurs millions de descendants, dont Céline Dion, dont de nombreuses célébrités qui sont donc originaires du Perche. Alors celle-ci, si vous voulez, est plus difficile à lire, puisqu'elle est au-dessus il est derrière une tribune, voilà, puisque c'est le portail nord. Mais vous reconnaissez bien entendu Saint-Louis, avec dans le remplage en haut à droite, vous avez les armoiries de Mortagne avec les 3 fougères. Voilà une autre chapelle. Une autre chapelle avec un très beau vitrail du début du XVIe siècle. Vous voyez, notamment très identifiable parce qu'on appelle des couleurs jaunes ou jaunes d'argent, qu'on avait découvert à cette époque-là et dont on ne disposait pas au Moyen-Âge, où on assemblait plutôt des morceaux. Ici, il s'agit d'une véritable œuvre peinte où l'on voit donc le Christ qui remet les clés à Saint-Pierre, agenouillé devant lui et devant les apôtres. Voilà, nous nous trouvons à présent devant le plus beau vitrail de cette église, qui a une particularité assez rare, c'est qu'il représente en fait deux Saint Jean. Saint Jean l'évangéliste et Saint Jean Baptiste. On le voit décapité à gauche, là. Alors voilà, effectivement, c'est assez facile à voir avec Salomé qui danse avec ses multiples jupons et qui est sur la pointe des pieds devant les notables ébahis, sans doute peut-être des donataires, on ne sait pas. Et à droite, donc, Saint-Jean, qui est en train de bouillir dans une marmite dont il réchappera, avec ces flammes qui sortent dessous le chaudron. En haut, on retrouve des scènes qui ne sont pas forcément faciles à interpréter, mais avec des paysages, et vous le voyez, avec des maisons typiques de cette époque-là, du début du XVIe siècle, comme on en voit dans Mortagne encore beaucoup.
Vous dites que c'est l'un des plus remarquables parce que c'est l'un des plus anciens ou... C'est parce qu'il est d'une facture remarquable. Hein. Les portraits sont tout à fait extraordinaires, le mouvement aussi, les attitudes. Et effectivement, il est intact. Et c'est assez rare de trouver des, comment dirais-je, des vitraux de cette époque-là aussi intacts malgré quelques accidents. Voilà. D'accord. Alors, on bouge encore un peu. Voilà un vitrail plus moderne, si vous voulez, qui représente différentes scènes d'épisodes de la chapelle Sainte-Anne. Voilà. D'accord. Avec la statue, bien sûr, de Sainte-Anne à côté. À côté, ça va de soi. Alors, une dernière dans ce côté nord de la chapelle de l'église Notre-Dame de Mortagne, une dernière chapelle latérale, un vitrail très jaune, bleu et très lumineux. Oui, en effet, puisque en fait l'artiste ici, et c'est un vitrail qui a été démoli pendant la dernière guerre, a pu récupérer un certain nombre de fragments et a fait une composition très originale et je trouve assez réussie parce qu'elle justement elle tranche un petit peu dans le style général, tout en utilisant des peintures extrêmement fines. Alors avant, on avait une paroisse Sainte-Cérone au Perche, donc on avait une statue de Sainte-Cérone ici, et elle n'est plus là. Elle n'est plus là parce qu'elle est retournée dans son endroit d'origine, puisqu'à côté de Mortagne, il y a un village qui s'appelle Sainte-Cérone. Voilà. Et il y a une très jolie église qui est du XIIIe siècle et qui en fait porte le nom d'une évangélisatrice de cette partie du Perche. Et Sainte-Cérone, elle venait en fait de Corneillan, qui est un petit village dans le sud-ouest. Et il y a d'ailleurs toujours des liens qui sont établis entre ces deux paroisses. Et en fait, Sainte-Cérone a eu un rôle important puisque elle a eu certainement un culte qui a été rendu à côté d'une source, comme souvent. Et des fouilles d'ailleurs ont été menées car c'était un endroit qui était déjà habité, qui a été habité à la suite, donc à l'époque mérovingienne à peu près. Donc ici, justement, sur ce vitrail, voilà, elle est donc représentée, vous voyez, avec la crosse de pèlerin, puisqu'elle venait de loin. Et elle s'est fixée à Mortagne, où elle est restée de nombreuses années. Et à gauche, vous avez une représentation de la Grande Trappe. La Grande Trappe, donc, qui a été fondée dans le Perche, justement, et a eu, évidemment, de nombreuses autres implantations en France et même, je crois, dans le monde. À droite, par contre, il s'agit de la représentation de Reynaud Valdieu, qui a été fondé par Geoffroy du Perche, je crois, qui est une immense abbaye qui a été malheureusement ravagée à la Révolution et dont tous les établissements religieux, je dirais, du Perche ont pu bénéficier en dépouillant donc ce qui restait comme boiserie, comme ici dans l'église de Mortagne, mais aussi mobilier, objets rituels, etc. D'accord. Alors on passe à une seconde chapelle, on suit l'ordre géographique avec un vitrail du même style encore. Hein. Tout à fait. C'est la chapelle Saint-Joseph. Voilà, c'est la chapelle Saint-Joseph, on le voit bien là. Et vous voyez ici le Saint-Curé d'Ars, hein, qui est représenté à gauche. Et je pense qu'effectivement, ici, on peut lire une œuvre plus récente, hein, et évidemment dans des coloris moins comment dirais-je, attirants que ceux qu'on a pu voir auparavant. Ouais, il y a vraiment des styles différents dans les vitraux entre celui qui est très remarquable juste en face. Oui, pour la raison voilà. que j'ai expliqué, c'est-à-dire qu'en fait, malheureusement, il y a le seul obus qui est tombé sur Mortagne pendant la dernière guerre a soufflé toutes ces baies qui étaient pourtant tout à fait remarquables. Alors, c'est la chapelle Sainte-Cécile, dont la statue n'est pas présente. Si, elle est présente à droite, bien sûr. Oui, elle a une sorte de flûte de Pan et des prémices d'un orgue portatif. Voilà, et là, un orgue portatif, voilà, effectivement. Au-dessus, d'ailleurs, remarquez un magnifique tableau, tout à fait original, on ne connaît pas l'auteur,
c'est probablement une peinture du XVIIe siècle et qui est tout à fait d'une qualité remarquable, qui représente donc évidemment une nativité. Mais vous remarquez la posture du personnage qui offre des pommes, qui est assez surprenant d'ailleurs. Et puis à droite, donc certainement là aussi un personnage dont on ne connaît pas trop la signification, peut-être un prophète. Voilà, donc chapelle Sainte-Cécile. Alors on retrouve sur ce... un autre vitrail, effectivement, sur la chapelle Saint-Michel, qui représentait, l'archange est représenté à gauche, terrassant le dragon. Alors il est intéressant ce vitrail, puisqu'il est bien dédié à Mortagne, puisqu'il représente en fait les principales églises qui existaient à Mortagne. Donc si on commence par la plus ancienne, c'est l'église Saint-Malo, hein, l'église Saint-Malo, qui porte un nom d'ailleurs assez curieusement breton. Hein. Ouais. Donc, on pense que le passage des Bretons vers le Xe siècle a peut-être valu ce nom à cette église, cette chapelle, on peut dire, qui était la chapelle qui était donc sur la motte féodale construite un peu en contrebas de Mortagne. Ensuite, nous avons l'église Saint-Jean-Baptiste. L'église Saint-Jean-Baptiste, là aussi, vous voyez une référence à Saint-Jean-Baptiste, à Mortagne, qui était en fait l'église qui était dans la basse-cour, justement, de cette motte féodale qui était en contrebas de Mortagne, à quelques centaines de mètres d'ici. Saint-Éloi, qui était une église aussi, qui était d'un couvent, hein, qui est aujourd'hui situé sur le plateau. Et enfin, l'église Saint-Nicolas, qui est une église qui, je l'ai expliqué, qui était une succursale de l'église de Loisé, qui était la grande église paroissiale de tout Mortagne, pratiquement, presque. Et cette église Saint-Nicolas était une succursale pour éviter justement aux paroissiens d'avoir à faire plusieurs kilomètres à pied pour se rendre à la messe. On reconnaît d'ailleurs Saint-Nicolas avec les 3 petits-enfants qu'il a sortis du saloir. Alors, toujours en compagnie de Vincent Lebel, notre guide dans l'église Notre-Dame de Mortagne-au-Perche, nous détaillons en visite guidée les chapelles latérales, notamment les vitraux, avec là une allusion bien sûr à une page de l'histoire de Mortagne. Une histoire récente et très douloureuse. En tout cas, ce vitrail est très prisé, je dirais, les prières des Mortagnais, parce qu'il représente au centre et à droite les frères Vallée. Les frères Vallée, en fait, sont originaires de Mortagne. Leur père était lui-même, d'ailleurs, le bedeau de cette église. Et l'un était prêtre et l'autre était... son frère était simplement un jossiste, hein, qui, finalement, se sont retrouvés déportés, hein, et ont péri en offrant, d'ailleurs, leur vie en échange, hein, d'un prisonnier qui était plus âgé. Et ont donc... ont disparu en camp de concentration. Et puis à gauche, vous avez 2 femmes, la mère et la fille, Madame Bigard, hein, Stéphanie et Jeanne Bigard, qui ont fondé une œuvre internationale, je crois qu'elle est représentée dans de nombreux pays, pour la formation des prêtres. Tout en haut, vous retrouvez évidemment les armoiries de Mortagne avec les 3 fougères. Alors, il reste encore 2 chapelles latérales à détailler, avec toujours des vitraux remarquables. Là, c'est un très beau vitrail. Vous voyez, il a été recomposé, hein, puisqu'on voit bien que, notamment en bas à droite, hein, la scène est empruntée à un autre vitrail, mais on reconnaît bien dans la partie supérieure la transfiguration du Christ, hein, avec Saint Moïse et Élie, et en bas, évidemment, les apôtres qui sont présents et qui sont au registre inférieur. Une très belle nativité aussi qui est intéressante. On va se rapprocher. Oui, elle est intéressante parce que on s'est longtemps posé la question de savoir qui était ce personnage avec une auréole à gauche. Et si on détaille, on s'approche de près, on découvre qu'il y a un lion derrière lui. Donc c'est bien Saint Jérôme. Et avec cet indice, on peut comprendre que cette peinture, qui est remarquable, de qualité, est en fait une copie d'une chapelle de Jérôme Bartholomé à Rome. Voilà, tout simplement. Il s'appelait Jérôme et donc il a
inscrit son sein nominatif dans cette très belle composition, typique du XVIe siècle. XVIe siècle. Et la dernière, alors là on est plus dans un esprit franciscain. Vous voyez aussi un portrait de Marguerite de Lorraine à droite, qui n'est pas tout à fait à sa place, c'est regrettable. Et puis donc des scènes de la vie de Saint François, alors pourquoi Saint François? Puisque justement, comme je l'ai dit, Marguerite de Lorraine a fini ses jours, a pris le voile et donc a été Clarisse à Argentan. Voilà. D'ailleurs, dans un monastère qu'elle avait fondé, un couvent qu'elle avait fondé elle-même. Voilà. Et donc ici, vous avez plusieurs scènes donc, de Saint-François. Et là, nous tournons nos yeux, nous sommes près du chœur et on tourne les yeux en levant la tête vers la tribune d'orgue. On entend déjà des notes d'orgue, on va monter dans un instant d'ailleurs. Oui, nous avons la chance d'avoir un magnifique orgue et aussi d'excellents organistes qui se relaient. Pour les offices, mais aussi pour des concerts que nous donnons dans cette église. Voilà, un orgue en 2 parties pour laisser passer la lumière du vitrail. Hein. Bien sûr. Et il est notable que cet orgue, si vous voulez, a été reconstruit à la fin du XIXe siècle suite à un incendie qui avait affecté la tour et qui avait démoli, la tour en s'effondrant, avait démoli l'orgue dont on verra quelques fragments après. C'était un magnifique orgue du XVIIe siècle et celui-ci n'est pas moins magnifique puisque vous voyez que dans le style, c'est absolument exceptionnel. C'est d'abord un cavalier-col de 1898, un des derniers fabriqués par cet extraordinaire facteur d'or. Qui est dans le même style, vous voyez, que l'architecture. C'est-à-dire que l'orgue est en style néo-renaissance, alors que tout ce que vous voyez dans les décors est typiquement renaissance. Et ça, c'est assez exceptionnel parce que la plupart des orgues qui ont été faits étaient plutôt dans un style néo-gothique, plutôt que néo-renaissance. Avec une superbe tribune d'orgue, un plafond magnifique. Tout à fait, avec effectivement des voûtes, si vous voulez, un double arc, qui sont typiques de l'époque de la Renaissance. Alors, et toujours aussi nos anges musiciens, qui sont visibles à différents endroits. Il suffit que je le cherche. Oui. Vous en avez là-haut, vous voyez, il se cache et il regarde là-bas. Voilà. C'est ça. Voilà. Il se tourne vers le chœur. Voilà. Et ben, toujours ces plafonds avec des lanternons, vous voyez, qui pendent de la voûte avec des décors extrêmement soignés. Et ici, donc, comme je vous l'avais proposé, vous voyez en haut le reste de la tribune de l'ancienne orgue, qui est typique donc du XVIIe siècle. Alors Vincent, oui. Et là, donc, nous allons monter à la tribune elle-même. Voilà, on va rencontrer une organiste de la paroisse. Oui, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est Rebecca Tournant, donc, qui est notre organiste et qui va nous jouer un petit morceau. Voilà, et on va monter, on va voir si elle veut bien être interviewée. On vous suit, Vincent. Allez, c'est parti. L'escalier en colimaçon. Je referme. Voilà. Oui. Vous admirez d'ailleurs de plus près les fameux anges musiciens. C'est ça, on en a une vue particulière ici. Voilà, on va se retourner. Bonjour Rebecca. Est-ce que vous pouvez vous présenter, dire qui vous êtes? Oui, alors je m'appelle Rebecca Tournant et je suis organiste, une des 3 organistes de Mortagne, du Grand Orgue de Mortagne au Perche. Je suis musicienne, mère de famille. Voilà, qu'est-ce que je peux Là, vous êtes venu quoi répéter Voilà, exactement. Je suis venue travailler. Nous avons la chance d'avoir un magnifique instrument ici à Mortagne. Oui. Et donc, je peux donc travailler à ma guise pour préparer la messe de dimanche et un mariage samedi. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il a de particulier, cet orgue? Enfin, on peut jouer tout style de musique ou pas? C'est un cavalier-col. C'est un orgue de 1899
qui a été offert à l'église de Mortagne par mademoiselle Cautreuil, suite à l'effondrement de la tour et en 1890 qui a détruit l'orgue précédent, qui était magnifique. Et donc cet orgue est jumeau de celui de Vimoutier, puisqu'ils ont été inaugurés la même année. Il a été inauguré par Louis Vierne en voyage de noces. Louis Vierne était une des légendes de Notre-Dame de Paris, qui a ensuite été organiste à Notre-Dame de Paris pendant 40 ans. Et c'est un très joli orgue, ce qu'on appelle symphonique, donc qui permet de jouer de la musique. Bon, idéalement, c'est la musique du 19e siècle, ouais. Mais on peut tout jouer avec, en fait. On peut jouer du Bach, on peut jouer de la musique française. Il a été remis, j'allais dire, au goût du jour dans les années 50 par monsieur Chéron, qui venait du Mans, et qui l'a transformé pour qu'on puisse jouer de la musique française voilà, du 18e. Est-ce que vous pouvez nous montrer quelques jeux? Peut-être qu'il y a des tirettes là. Expliquez-nous à quoi ça correspond. Peut-être faire quelques petites démonstrations de notes, de sons. Si vous voulez. Alors, d'abord, juste une remarque, c'est le rendu quand vous êtes ici, c'est pas le même que ce qu'ont les gens dans l'assemblée. Là, on entend la soufflerie. Oui, exactement. On entend la soufflerie et le bruit des touches. On entend pas mal le bruit des touches. Et voilà, mais pédalier aussi, oui. Oui, il y a un pédalier. L'instrument a été vraiment conçu pour cette église, donc en fonction de l'acoustique et de la résonance voilà, dans le bâtiment. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux vous faire? Déjà, écoutez peut-être des sons différents selon les jeux que vous tirez, parce qu'il y a des simili, je ne sais pas, chromorne, au bois, il y a des sons différents, des flûtes. Voilà. Donc là, ce que j'étais en train de jouer, c'était le nazar, qui est un son que j'aime beaucoup. Et alors, l'intérêt des différents claviers, c'est de pouvoir différencier les sons dans la texture musicale, voilà, d'avoir des sons. Donc là, il y a 2 claviers, hein. Il y en a qui ont 3 claviers, ça dépend des orgues. Exactement. Alors, donc là, je joue donc un récit, c'est-à-dire que la mélodie est sur ce récit, sur ce jeu-là sur lequel j'ai sorti donc le nazar, et accompagné avec donc le grand orgue qui est voilà, moins fort, un bourdon, donc un petit jeu de flûte assez doux, et puis les pieds. Voilà, des flûtes dans les pédaliers aussi. On peut écouter un petit extrait, juste quelques notes. C'est ce que je vous joue là. Voilà. Bien, un grand merci pour cette petite pause musicale qui va conclure notre visite guidée. Vincent Lebel, c'est un plaisir, je suppose, d'entendre un orgue comme ça. Bien sûr, en tant que paroissien, nous sommes ravis, et je dirais qu'en tant que mélomane, encore plus. Voilà. Et puis vous avez une superbe vue ici sur la nef et le chœur. Magnifique, imprenable. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On vous laisse répéter, Rebecca, et bonne continuation ici à l'église Notre-Dame de Mortagne-au-Perche. Merci, au revoir. Au revoir, Rebecca. Voilà. Eh bien, c'est sur ces quelques notes de musique d'orgue en l'église Notre-Dame de Mortagne-au-Perche que nous nous quittons. Nous espérons que vous avez bien pu profiter de cette visite guidée en différents volets. Clé de voûte sur RCF, aussi sur la web TV du diocèse de Sées, sur la chaîne YouTube du diocèse. Vincent Lebel, un grand merci. On termine peut-être en rappelant le bienfait de l'association que vous présidez. Oui, en effet, nous employons à valoriser comme ce patrimoine, à le valoriser parce que souvent il est méconnu. Beaucoup de ces édifices sont magnifiques, mais ils sont cachés, sont de propriété privée. Mais quand il s'agit d'un patrimoine religieux, notre vocation est aussi de le faire vivre, c'est-à-dire de... bien sûr en accord avec le culte, de faire des animations comme des conférences, des expositions et bien entendu des concerts, des concerts
principalement de musique classique de préférence. Et donc ceci nous permet non seulement de faire vivre ce patrimoine, mais aussi de contribuer à le restaurer. Nous avons notamment un très grand projet qui est la restauration de la chapelle Saint-François qui est à l'hôpital, le centre hospitalier Marguerite de Lorraine, et qui est un édifice méconnu, un endroit extraordinaire parce qu'en fait c'est un ensemble conventuel intact du XVIe siècle avec un cloître incroyable, si vous voulez. C'est un petit bijou absolument intact, et la chapelle attenante avec ses décors extrêmement riches mais qui sont malheureusement dégradés. Et donc notre association s'emploie depuis 2 ans, avec l'aide de la Fondation du patrimoine, à faire restaurer ces décors. Nous espérons commencer, grâce à l'apport notamment de la Fondation Berne, et puis bien sûr des subventions de la région, de la DRAC, etc., pouvoir commencer les travaux dès 2025, mais il y a encore un peu de chemin à faire, et nous espérons pouvoir collecter au cours de l'année prochaine ce qu'il faut pour pouvoir terminer la restauration, au moins du toit et de la maçonnerie qui est en péril. Vous avez beaucoup d'adhérents et vous organisez des manifestations pendant l'année? Oui, tout à fait. Nous avons environ 200 adhérents dans cette association, ce qui est pas si mal, dont beaucoup d'ailleurs ne sont pas forcément mortaniers, hein, mais de la région ou de la région parisienne. Et l'année dernière, nous avons organisé plus de 6 concerts, 3 conférences et 2 expositions. Vous voyez, le rythme est soutenu, effectivement, pour faire connaître donc ce projet de la chapelle Saint-François de l'hôpital. Voilà. Juste, on précise que cette chapelle, on peut la visiter. Le cloître est ouvert. Tout à fait, c'est ouvert. Même si c'est dans l'enceinte de l'hôpital, il ne faut pas avoir peur de rentrer. Voilà, oui, effectivement, c'est un des problèmes. En général, on ne rentre pas de gaieté de cœur dans un hôpital, c'est clair. Mais ici, c'est bien fléché. Vous rentrez sur la gauche et vous découvrirez ce cloître extraordinaire qui est ouvert tous les jours de 9h à 18h. Un grand merci Vincent Lebel pour cette visite guidée ici en l'église Notre-Dame de Mortagne-au-Perche, et à bientôt.